Bonjour tout le monde, je propose qu'on commence. Avant de donner la parole à Madame El Arbaoui, j'ai juste une communication à faire. Donc dans le cas, il y a plusieurs semaines, on avait reçu une pétition que nous avons transférée au cabinet de Madame la Secrétaire d'État. L'auteur de la pétition a reçu une réponse et dans les délais. J'ai donc directement donné la parole à Madame El Arbaoui, comme Madame Pense arrive un peu plus tard. Madame El Arbaoui, vous avez la parole pour votre question concernant la lutte contre les logements et bâtiments inoccupés au sein de la région bruxelloise. Dank u wel, meneer de voorzitter, beste minister. In Anderlecht is er momenteel meerdere leegstaande woningen en gebouwen die in aanmerking zouden komen voor herbestemming naar publieke en sociale doeleinden, zoals betaalbare huisvesting of buurtvoorzittingen. De gemeente heeft de voorbije jaren een actieve rol gespeeld in het opsporen van leegstand. Zo werden sinds het begin van vorige legislatuur 195 procesverbalen opgesteld voor verlaten gebouwen of terreinen. In samenwerking met de politie en de preventiedienst, eigenaars worden daarbij aangespoord om hun panden te beveiligen of opnieuw in gebruik te nemen. Op gewestelijk niveau biedt Perspectiefpunt Brussels de initiatief aan om onbebouwde gronden en leegstaande gebouwen in Brussels hoofdstedelijk geweld specifiek gericht op het ondersteuning van de publieke instelling bij het zoeken naar beschikbare ruimtes voor collectieve of stedelijke functies. Sinds 2023 staat er een online leegstandinventaris op in real-time, wordt bijgewerkt en toegankelijk is voor de gemeenten en OCMW's. Ondanks het feit dat deze inventaris nog steeds niet volledig is, worden er dagelijks nieuwe panden toegevoegd. In deze thema heb ik volgende vragen. Beschikt u over de overzicht van een aantal leegstaande woningen en gebouwen in de gemeente Anderlecht, zoals geregistreerd in het gewestelijk leegstandinventaris? Op welke manier ondersteunt het gewest vandaag de Brusselse gemeenten en in dit geval Anderlecht bij de herbestemming van leegstaande panden voor publieke doeleinden zoals sociale huisvesting of wijkinfrastructuur? Wordt er gewerkt aan een sterke koppeling tussen de gemeentelijke handhaving van leegstanden, bijvoorbeeld PV's en opvolging door de politie, en het gewestelijke beleid rond herbestemming? Plant u bijkomende maatregelen om de tijdelijke en definitieve gebruik van leegstaande gebouwen in Brussel te versnellen, met bijzondere aandacht voor wijken met een hoge woonnood? Alvast bedankt voor uw antwoorden. Merci Madame El Arbaoui. Madame la Secrétaire d'État, vous avez la parole. Dank u, meneer de voorzitter, mevrouw de volksvertegenwoordiger. Wat uw eerste vraag betreft, wijs ik erop dat mijn administratie enkel bevoegd is voor woningen en dus geen kennis heeft van het aantal niet voor bewoning bestemde gebouwen dat op het gewestelijke grondgebied leeg staat. Op mijn aanzet is in 2023, na een 3 jaar durend onderzoek door het onderzoeksteam van het Brussels Studies Institute, een gegevensbank van leegstaande woningen in het Brussels gewest aangelegd. Deze gegevensbank berust op de kruisvergelijking van meerdere gegevensbronnen, zoals het waterverbruik en het ontbreken van een domicilie. Met dit instrument kan het gewestelijk bestuur nauwkeuriger vaststellen welke goederen met grote waarschijnlijkheid structureel leegstaan en zo de doeltreffendheid van zijn optreden verbeteren, onder meer aan de hand van boetes. Op 1 april 2025 telde de gedigitaliseerde gewestelijke inventaris, waartoe de gemeenten toegang hebben en die door de gewesten gecontroleerde en als leegstaand erkende woningen in kaart brengt, 140 leegstaande woningen in Anderlecht. Verder ondersteunt de gewestelijke dienst voor leegstaande woningen de gemeente op 2 belangrijke vlakken. Ten eerste volgt zij de klachten van de gemeente op, onder meer door administratieve sanctieprocedures in te leiden, de dossiers op te volgen totdat de woningen opnieuw bewoond zijn en 25% van de opbrengst van de boetes voor leegstaande woningen terug te storten, op voorwaarde dat de gemeente de leegstaande woningen heeft geschrapt uit haar belastingsreglement.
Ten tweede, juridisch, administratieve, technische en financiële ondersteuning geboden aan gemeenten bij de uitvoering van het openbaar beheersrecht, met name door bezoeken aan gebouwen ter plaatse, raming van de werkzaamheden, opvolging van de werven, ter beschikkingstelling van een raamovereenkomst voor de werken en een renteloze lening via het fonds dat wordt gefinancierd met de boetes voor leegstaande woningen. Wat uw derde vraag betreft, werd tijdens de vorige legislatuur de gewestelijke dienst leegstaande woningen versterkt door de aanwerving van een 10-tal deskundigen en controleurs die worden ingezet om klachten op te volgen en de inventaris van leegstaande woningen te centraliseren. Zo kunnen de gemeenten hun beleid eigenlijk efficiënter maken en krijgen ze actieve ondersteuning bij het opnieuw op de markt brengen van de leegstaande woningen. Met name door het in beheer nemen van leegstaande en zelfs ongezonde woningen. De gemeentelijke en gewestelijke overheden onderhouden bovendien regelmatig contact door informatie uit te wisselen, klachten op te volgen en projecten uit te voeren om het openbaar beheersrecht in toepassing te brengen. Deze samenwerking is verder versterkt in het kader van de huisvestingscontracten, waarin de samenwerkingsovereenkomsten tussen het gewest en de gemeente en de gezamenlijke te voeren acties zijn geformaliseerd, met als hoofddoel de greep van de overheid op betaalbare huisvesting te versterken via de aanpak van leegstand in woningen en de toepassing van het openbaar beheersrecht. In elke aangesloten gemeente, dus waaronder eigenlijk ook Anderlecht, zijn dankzij gewestelijke financiering huisvestingsreferenten aangesteld om de maatregelen ter bestrijding van leegstand van woningen te coördineren. Het gewest en de gemeente hebben tientallen technische comité's opgericht om woningen te identificeren die in aanmerking komen voor een procedure om ze in openbaar beheer te nemen. Na afloop van zijn ongeveer 40 bezoeken afgelegd, wat in sommige gevallen heeft geleid tot het opnieuw op de markt brengen van bepaalde woningen. Wanneer de eigenaars weigeren hun woning opnieuw op de markt te brengen, kregen zij een voorstel voor inbeheerneming door de overheid, een ingebrekstelling of een kennisgeving van inbeheerneming door de overheid, waarna het gewest de woning kan opeisen en inzetten op betaalbare openbare woning te creëren. Tot op heden zijn een tiental van dergelijke brieven verstuurd. En om tot slot uw laatste vraag te beantwoorden, aangezien de regering in lopende zaken is, kan ik geen uitspraken doen over nieuw beleid, waartoe de volgende regering zich zou verbinden. Ik dank u voor uw aandacht. Madame El Arbaoui, pour une réplique. Dank u wel, minister, voor uw antwoord. Wat me wel erg heel hard opvalt, dat u zegt dat er 140 leegstaande woningen zijn in Anderlecht, terwijl ik in een artikel in de krant van de heer Jurgen van de Landsheer, dat is de korpschef van de politie van Brussel-Zuid, die geeft aan dat er 271 leegstaande woningen zijn, waar hij zich eigenlijk heel hard zorgen om maakt. En deze woningen, deze flats, worden gebruikt voor drugsgerelateerde acties, om wapens te verstoppen. Mensenhandel wordt er zelfs gedaan. Dus ik denk dat er een misverstand is qua de aantal flats die leeg staan op het moment en die eigenlijk misbruikt worden. Men zou eigenlijk een betere controle moeten uitvoeren, zodat we deze oplossing zo snel mogelijk kunnen oplossen. Want 271 staande lege flats is eigenlijk wel rampzalig. Secrétaire d'État. De controles zijn gedaan door de administratie. Dus ik weet eigenlijk niet van waar dat die cijfer komt. Maar hier is het wel officiële cijfers. Dus 170 woningen die eigenlijk niet die inoccupé zijn. Oh my god. Voor het moment, dus ik weet eigenlijk niet van welke cijfer, waar haalt meneer De Landsheer die cijfer, maar misschien zijn dat ook geen woningen, misschien zijn dat ook gebouwen. Dus ik zei daarnet, onze administratie is alleen actief maar voor woningen, niet voor bedrijven, niet voor gebouwen. Dus hier, die cijfers die ik u gaf, zijn het echt
woningen die gecontroleerd werden en die echt officieel inoccupé zijn voor het moment. Madame El Arbaoui. Ja, de informatie die ik heb, dat is van de RTBF en dat is toch wel de politiezone zelf. Er zijn 900 agenten. Ik zou dat gewoon even nachecken als uw cijfers kloppen. Dat is eigenlijk de raad die ik kan geven. Want hij spreekt wellicht van 271 leegstaande flats. Dus dat zijn geen gebouwen, dat zijn geen bedrijfomgevingen. Maar hij spreekt echt wel van flats. Dus ik denk wel dat die cijfers niet kloppen. Maar het doel eigenlijk is gewoon om geen leegstaande woning meer te aanvaarden. En dat deze woningen juist moeten gebruikt worden voor de mensen die het echt nodig hebben. En niet bijvoorbeeld voor mensen die drugs handelen. Dank u wel. Merci Madame El Arbaoui. L'incident est donc clos. Je donne la parole à Monsieur Suarez qui va lire la question de Madame Khattabi, qui est bloquée en commission finance, il me semble, concernant la situation financière budgétaire de la région de Bruxelles-Capitale. Bruxelles-Capitale, pardon. Monsieur Suarez. Merci Monsieur le Président, Madame la Secrétaire d'État. La Commission des finances et des affaires générales a procédé à une série d'auditions permettant au Parlement de poser le cadre de la situation financière et budgétaire de la région et de pouvoir ainsi disposer d'une photographie aussi précise que possible des enjeux à la matière. Dans ce contexte, une commission a été consacrée à un exposé, un échange avec Bruxelles Fiscalité, dans le cadre du travail de débroussaillage mené dans la perspective d'une négociation d'un nouvel accord de majorité, un comité de pilotage coordonné, présidé par Bruxelles Fiscalité, précisément et composé de hauts fonctionnaires, a été judicieusement chargé d'établir un état de la situation budgétaire dans chaque département et de proposer des pistes d'assainissement. Alors, est-ce que vous nous confirmez qu'une ou plusieurs de vos administrations ou ont été associées à cet exercice de prospective et qu'elle a, le cas échéant, été amenée à partager son analyse de la situation et des perspectives budgétaires? Dans la foulée des travaux de la Commission du logement et dans le souci d'affiner le travail des auditions, pouvez-vous nous faire état de ces analyses et rapports et des propositions dégagées d'avance? Je vous remercie pour vos réponses. Merci, M. Suarez. La parole est à Madame la Secrétaire d'État pour la réponse. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, donc j'entends que vous lisez la question à la place de Madame Khattabi, mais en fait, il faut savoir que Madame Khattabi avait déjà envoyé une question écrite, c'est la numéro 120, sur le même sujet, qui a été envoyée au Parlement le 10 juin dernier. Et donc, à ce stade, en fait, je le regrette, mais je n'ai aucune information supplémentaire à celle déjà portée à sa connaissance, tant par moi-même que d'ailleurs par mes autres collègues du gouvernement dans le cadre de cette question écrite précise. Donc voilà, je suis assez courte, Monsieur le Président, mais c'est les éléments pour l'instant que je peux fournir. Monsieur Suarez. Je rapporterai à Madame Khattabi votre réponse. Néanmoins, j'en profite pour dire que effectivement, cet exercice pour nous est important parce qu'il y a des décisions qui sont prises ou en tout cas refusées. On a appris que le ministre Sven Gatz refusait la proposition de 50 millions qui permettait de renflouer les caisses du Fonds du logement pour pouvoir continuer ce travail essentiel qui est celui de permettre aux Bruxelloises et aux Bruxellois d'avoir accès à un logement décent. Pour nous, c'est inacceptable. L'Open VLD joue un jeu politique, il fait partie du problème dans la crise politique et refuse de pouvoir donner ces 50 millions et de ce qu'on lit dans la presse, ça n'a même pas d'impact sur le sol budgétaire de la région et donc c'est inacceptable et c'est incompréhensible aujourd'hui. Et c'est aussi à l'aune de ces réponses qu'on peut savoir est-ce que cette décision a du sens, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler demain en plénière. Merci. Merci, M. Suarez. L'incident est donc clos. Je passe à la question de M. Oflou concernant... Pardon, un instant. Pardon ? Il y en a deux. Donc, la question est très longue. Les immeubles qualifiés, c'est ça ? Comme logement inoccupé. Unifamiliaux. Exactement. Pardon, excusez-moi. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la Secrétaire d'État, en région bruxelloise, certains propriétaires se retrouvent confrontés à des requalifications de leur immeuble en logement unifamilial.
alors que ceux-ci étaient loués depuis de nombreuses années en plusieurs unités de logement, parfois avec une forme de tolérance de fait de la part des autorités administratives ou dans un contexte réglementaire flou. Ce phénomène, observé dans plusieurs communes, soulève des inquiétudes majeures. Ces requalifications peuvent entraîner des conséquences lourdes pour les propriétaires, telles que l'impossibilité de régulariser leur situation, la perte de revenus locatifs ou l'obligation de transformations structurelles lourdes pour se mettre en conformité. Dans ce contexte, je souhaite vous poser les questions suivantes. La région bruxelloise a-t-elle recensé l'ampleur des situations où des immeubles sont aujourd'hui utilisés en plusieurs unités locatives alors qu'ils sont administrativement requalifiés en logement unifamilial? Existe-t-il un dispositif spécifique de régularisation pour les propriétaires de bonne foi affectés par ce type de requalification? Enfin, la région a-t-elle prévu une concertation avec les communes pour harmoniser la gestion de ces cas sensibles et éviter des situations de blocage pour les propriétaires concernés? Je vous remercie pour vos réponses. Merci, Monsieur Oflou. Madame la secrétaire d'État, pour la réponse. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le député. Merci pour vos questions, mais qui relèvent entièrement de la compétence de ma collègue Hans Persons. Donc, concernant votre première question, son administration, Urban Brussels, m'informe qu'elle n'a pas de vue claire sur l'ampleur de cette problématique, car elle n'est informée de l'existence d'une possible infraction urbanistique en la matière que lorsque un procès verbal l'actant est transmis par un agent communal au fonctionnaire sanctionnateur. La poursuite de la modification du nombre de logements représente au sein d'Urban Brussels la majorité des constats poursuivis. C'est aussi le cas pour le ministère public. Concernant votre deuxième question, lorsque la bonne foi est manifestement présente dans le chef de ses acquéreurs, un délai raisonnable est imposé par le fonctionnaire sanctionnateur pour achever la mise en conformité du bien sans que cette décision soit accompagnée d'une amende administrative. À défaut de cette mise en conformité, par la suite, alors des amendes sont bel et bien infligées afin de mettre fin à l'inertie et de garantir que le bon aménagement du territoire soit rétabli. Enfin, sur la concertation, en son sein, le département ISA d'Urban Brussels a établi des priorités de poursuite qu'il a communiquées aux communes. À cette occasion, une seule commune a seulement réagi à la demande de concertation du fonctionnaire sanctionnateur. La région n'exerce par ailleurs aucune tutelle sur les communes lorsqu'il s'agit d'établir une politique de recherche et constatation des infractions urbanistiques et est donc en fait tributaire de leur collaboration volontaire. Je vous remercie. Madame la secrétaire d'État, Monsieur Oflou, pour une réplique? Non, je n'ai pas de réplique. Je voulais simplement remercier Madame la secrétaire d'État pour ses réponses. Merci, mais je vous redonne directement la parole pour votre deuxième question. Oui, bien sûr. Concernant le suivi et l'efficacité des contrôles d'occupation effective des logements sociaux via les données de consommation. Vous avez la parole. Merci. Donc, je vous remercie, Monsieur le Président. Madame la secrétaire d'État, la crise du logement en région bruxelloise est une réalité préoccupante. Plus de 60 000 ménages sont actuellement inscrits sur la liste d'attente pour un logement social dans la région. De nombreuses familles éligibles patientent des années faute de disponibilité, alors que la moitié de la population bruxelloise répond aux critères pour prétendre à un logement social. Dans ce contexte tendu, il est essentiel de garantir une occupation juste et équitable des logements sociaux et de s'assurer qu'ils bénéficient effectivement à ceux qui en ont réellement besoin. Or, il paraît que certains locataires conservent un logement social sans l'occuper de manière permanente. Ils peuvent, par exemple, résider une grande partie du temps à l'étranger et n'utiliser leur logement social bruxellois qu'occasionnellement, tout en le gardant comme adresse officielle. Le Code bruxellois du logement impose pourtant clairement aux locataires de logements sociaux l'obligation d'occuper leur logement de manière effective et continue en tant que résidence principale. L'utilisation des données de consommation d'eau, de gaz et d'électricité constitue un outil moderne et efficace pour détecter ces situations. Bruxelles Logement en a déjà fait usage pour identifier des logements inoccupés sur le marché privé. Ce recours aux données de consommation démontre le potentiel de telle analyse pour repérer les habitants délaissés ou occupés de façon très épisodique. Pourtant, force est de constater qu'aucun dispositif similaire n'a, à ce jour, été déployé systématiquement dans le parc de logements sociaux bruxellois. En Wallonie, par exemple, depuis le 1er septembre 2022, les distributeurs d'eau et les gestionnaires de réseaux électriques sont tenus de communiquer chaque année aux communes la liste de logements présentant une consommation annuelle en deçà de 15 mètres cubes d'eau ou 100 kW par heure d'électricité, seuil en dessous desquels un logement est présumé inoccupé. Dans un contexte où la demande de logements sociaux dépasse largement l'offre, chaque habitation publique sous-occupée ou non occupée constitue un gâchis inacceptable. Tout retard ou réticence dans le déploiement de mesures permettant d'identifier ces logements sociaux inoccupés nuit à la bonne gestion du parc et à l'équité envers les milieux de ménage.
Dans le besoin, dès lors, il apparaît indispensable de faire toute la lumière sur cette problématique et d'accélérer la mise en place d'outils de contrôle modernes. Dès lors, voici mes questions. Le gouvernement bruxellois a-t-il déjà mené des études, analyses ou projets pilotes visant à exploiter les données de consommation énergétique des logements sociaux afin d'identifier ceux qui seraient sous-occupés ou inoccupés? Bruxelles Logement ayant déjà eu recours à cette méthode pour repérer des logements vides dans le privé, quelles démarches ont été entreprises ou sont actuellement en cours en vue de son éventuelle application au parc de logements sociaux de la région? Sinon, qu'est-ce qui explique l'absence d'une telle initiative dans le secteur du logement social bruxellois? S'agit-il de freins techniques ou juridiques, de considération de vie privée ou d'un manque de volonté politique pour s'attaquer à ce problème? Disposez-vous de chiffres récents sur le nombre de logements sociaux ayant été déclarés vacants ou faiblement occupés à la suite de contrôles réalisés par les sociétés immobilières de services publics? Comment les CISP procèdent-elles actuellement pour s'assurer du respect par les locataires de l'obligation d'occupation effective et continue de leur logement social? Enfin, si l'analyse des consommations était mise en œuvre et permettait d'identifier certains logements sociaux potentiellement sous-occupés, quelles mesures allez-vous prendre pour assurer une meilleure rotation de ce logement, réattribution incitant à libérer le bien, etc., et ainsi répondre plus rapidement à la demande des familles sur la liste d'attente? Je vous remercie pour vos réponses. Merci, M. Offlou. Madame la secrétaire d'État, pour la réponse. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, pour répondre à vos deux premières questions, les méthodes de détection et de sanction des logements inoccupés de Bruxelles Logement n'opèrent pas de distinction entre propriétaires privés et publics. C'est pareil. Ils sont tous les deux soumis à la même règle. Tous les logements inoccupés de la région peuvent dès lors être contrôlés donc, par le service régional des logements inoccupés. Si le service détecte un logement inoccupé appartenant à une CISP et que Bruxelles Logement ne dispose pas d'informations quant à un projet de rénovation, par exemple, du bâtiment en question, eh bien, la CISP reçoit un avertissement l'invitant à se justifier aussi, tout comme le privé, pour les raisons d'inoccupation de ce bien. En fonction alors des justifications qui sont fournies, l'administration infligera ou non une amende pour inoccupation. Concernant votre troisième question, il convient de garder à l'esprit que les causes de l'inoccupation dans le logement social ne sont pas les mêmes que dans le marché privé. Dans le secteur du logement social, il n'existe qu'une seule cause d'inoccupation, c'est le besoin de rénovation. Ces rénovations peuvent provenir d'un besoin ponctuel de remise en état à la suite d'un départ, par exemple, d'un locataire, ou alors d'un besoin qui est beaucoup plus structurel de rénovation, alors on parle de grande ampleur. Les contraintes auxquelles les CISP sont soumises, les marchés publics par exemple, les disponibilités de crédits budgétaires, les délivrances aussi des permis d'urbanisme qui sont beaucoup trop longs, peuvent parfois allonger malheureusement de manière importante des délais d'inoccupation. Ces délais seront particulièrement importants quand une opération nécessite de vider l'intégralité d'un immeuble pour y effectuer des travaux. C'est la raison pour laquelle la SLRB tend à privilégier une méthode alternative, donc c'est-à-dire une opération tiroir ou alors une rénovation en site occupé, donc ça veut dire en maintenant les locataires dans l'immeuble. Évidemment, les contraintes de rénovation peuvent aussi se manifester sur le marché privé, mais certains de ces facteurs sont propres aux opérateurs publics. De plus, sur le marché privé, d'autres raisons peuvent entrer en ligne de compte, telles que la succession problématique ou la spéculation. Or, ces phénomènes seront par nature inexistants dans le logement social. Compte tenu de ces différences structurelles, il convient de rester extrêmement prudent dans les comparaisons entre ces deux segments du marché. Concernant votre quatrième question, 8 dossiers pour inoccupation ont été mis en œuvre en 2024. Donc, pour bien contextualiser, il s'agit de 8 dossiers pour suspicion d'inoccupation de logement sur 41 000 logements sociaux. Donc, et dans les causes d'inoccupation, il y a par exemple le décès d'un locataire qui n'aurait pas été déclaré. Concernant votre cinquième question, en cas de suspicion d'inoccupation, les CISP peuvent procéder soit via enquête sociale et éventuellement enquête de police, soit via les relevés de compteurs quand ils sont accessibles. Enfin, concernant votre dernière question, avec seulement, comme je le disais, 8 dossiers sur 41 000 logements, il apparaît clairement que ce phénomène reste vraiment marginal. Dès lors, faire de la lutte contre l'inoccupation dans le logement social un levier principal pour accélérer l'attribution des logements aux familles en attente vraiment relève d'une illusion d'efficacité. C'est en fait ni un enjeu structurel, ni une réponse à la pénurie actuelle que l'on rencontre, malheureusement. Et pour répondre concrètement aux besoins des milliers de ménages en attente, il est important de se concentrer sur des leviers structurels comme, je le répète assez souvent, la construction,
des logements sociaux, la rénovation surtout du parc existant, l'augmentation des moyens alloués aux politiques publiques du logement ou encore, on en a parlé là tout à l'heure, la mobilisation des logements inoccupés. Je vous remercie. Merci. Merci Madame la secrétaire d'État. Monsieur Offlou, pour votre réplique. Merci pour ces éléments, Madame la secrétaire d'État. Je note que les méthodes de détection existent bel et bien et qu'elles ne font pas de distinction entre le privé et le public. Pourtant, avec seulement 8 dossiers déposés sur 41 000 logements sociaux, on est très loin d'une application systématique et efficace. Vous avez évoqué ces causes légitimes comme les rénovations ou certains retards administratifs, mais cela ne peut pas expliquer un taux aussi faible de détection dans un contexte où plus de 60 000 ménages attendent un logement. Chaque logement sous-occupé est une injustice. Je vous invite donc à renforcer l'obligation pour les CISP de collaborer activement à ces contrôles et à mettre en place un protocole clair de suivi des signaux d'inoccupation, y compris en cas de décès non déclaré, comme vous l'avez mentionné. Enfin, l'efficacité de notre politique de logement passe aussi par une gestion rigoureuse du parc existant. Merci. Merci, Monsieur le député. Je pense que Madame Benamou souhaite une petite réplique. Merci Madame la Présidente. La gestion rigoureuse, elle est faite. Justement, avec le chiffre que je vous annonce aujourd'hui, les 8 logements, c'est un chiffre transmis par les CISP. Et donc, l'ASLRB est en constante monitoring précis des logements qui sont avérés inoccupés. Et donc là, on en a 8 sur 41 000. Alors, on a des logements qui sont inoccupés pour des raisons de travaux. Et donc, parce que je ne peux pas vous laisser dire qu'il n'y a pas une gestion rigoureuse qui est faite. Je veux dire, tout ce que j'ai pu vous annoncer comme chiffres et les raisons, c'est un suivi rigoureux. Et donc, il y a systématiquement un monitoring précis qui est fait. Et le travail est fait par les CISP constamment, surtout sous cette législature. Les logements sont précieux, on en a besoin. Ce n'est pas à moi que vous allez l'apprendre, vous le savez. On sait très bien que les familles sont en attente. Et donc, c'est pourquoi aussi, durant toute la législature, j'ai tenté de trouver des mécanismes pour accélérer aussi la rénovation des logements sociaux, obtenir des budgets, travailler aussi sur site occupé, donc en maintenant les locataires dans leur logement et faire des rénovations. Ça a bien fonctionné. Mais aujourd'hui, on n'a effectivement que 8 dossiers et pas plus, 8 dossiers pour inoccupation au sein du logement social sur 41 000. Voilà, Madame la secrétaire d'État, cette clarification ayant été apportée, Monsieur Offlou, souhaitez-vous répliquer? Non, je n'ai pas de réplique. Très bien. L'incident est clos. Nous passons donc... Non, c'est une question orale, donc malheureusement non. Alors, nous passons à 2 questions orales jointes. Alors, une première de Madame De Smet qui sera lue par Monsieur Mehdi Talbi et qui concerne les expulsions de locataires dans les Marolles. Et une deuxième question orale de Monsieur Suarez qui est intitulée comme suit: l'expulsion de 19 ménages de leur logement dans les Marolles. Monsieur Talbi, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Madame la Secrétaire d'État, en 2023, 8 immeubles situés dans la rue Saint-Ghislain et de Nancy, dans le quartier populaire des Marolles à Bruxelles, ont été vendus à la société immobilière Dark Project. Depuis, plusieurs locataires, souvent âgés, bénéficiaires de petites pensions ou de la GRAPA et même parfois dépendants du CPS, sont menacés d'expulsion. Certains vivaient dans ces logements depuis plusieurs décennies pour des loyers allant de 300 à 475 € par mois. La nouvelle société propriétaire a entamé des démarches de reprise des logements dans l'objectif de les revendre à un prix plus élevé. Des témoignages font état de pratiques inquiétantes. Visites sans avertissement, lettres contradictoires, menaces verbales. Une partie des habitants n'ont toujours pas pu trouver de solution de relogement. Cette situation dramatique illustre le problème croissant de gentrification dans les Marolles, avec des pressions immobilières qui fragilisent les résidents et résidentes de longue date. Un parallèle évident peut être fait avec le sort des habitants du 51 rue Haute, également confrontés à la menace d'expulsion à la suite d'un rachat immobilier récent. Êtes-vous informé de la situation des locataires expulsés des immeubles des rues Saint-Ghislain et de Nancy? Des contacts ont été-ils pris avec eux et les associations de défense des locataires comme l'Union des locataires maroliennes? Si oui, lesquelles? Le gouvernement bruxellois prévoit-il une intervention d'urgence pour éviter ces expulsions massives, en particulier pour les personnes âgées et vulnérables n'ayant pas trouvé de solution de relogement? Des prolongations de bail ont-elles été envisagées?
Le CPS de Bruxelles a-t-il confirmé avoir refusé l'achat des immeubles pour permettre le maintien des locataires? Quelles en sont les raisons concrètes? Le gouvernement a-t-il été associé à cette décision ou pas? Que prévoit le gouvernement bruxellois pour empêcher de tels cas de spéculation immobilière où des logements à loyer abordable sont rachetés à bas prix pour être revendus à prix fort sans aucune protection des habitants? Comment entendez-vous agir face à la multiplication des cas comme celui du 51 rue Haute qui s'ajoute à une longue liste d'expulsions indirectes causées par des opérations de gentrification douce dans les Marolles et dans d'autres quartiers populaires de Bruxelles? Je vous remercie. Merci, Monsieur Talbi. La parole est à présent à Monsieur Calvin Soares. Merci, Madame la Présidente. Madame la Secrétaire d'État, les Marolles, c'est devenu le symbole de la gentrification à Bruxelles. Les spéculations immobilières se multiplient et on se rend compte que ce sont les plus fragilisés socialement qui en souffrent. Et donc, comme mon collègue l'a dit, il y a une société qui s'appelle Dark Projet, qui fait partie de cette nébuleuse de sociétés qui opèrent dans les quartiers, dans ces quartiers comme dans les Marolles, des quartiers historiques, et provoque l'expulsion de ménages bruxellois sans ménagement. Et en effet, selon l'Union des locataires maroliennes, cette société achète des immeubles pour les rénover et les revendre beaucoup plus cher avec des unités de logement plus petits, ce qui oblige les locataires de ces immeubles qui ont des revenus modestes, qui sont âgés pour la plupart, à quitter le quartier. Et je dois affirmer que malheureusement, les personnes âgées n'ont même pas la possibilité de faire évoluer leur situation financière. C'est ce qui aggrave la situation. Ça renforce la gentrification. Alors, certains journaux parlaient de 19 ménages, mais ayant été en contact avec l'Union des locataires maroliennes, on nous a parlé de 17 ménages. Est-ce que vous pouvez déjà nous confirmer le chiffre? Est-ce que cette société a respecté toutes les règles, notamment en ce qui concerne les droits des locataires? On parle de menaces. Il y a des droits élémentaires qui ne sont pas respectés. Aujourd'hui, donc, ces familles vont devoir trouver une solution de relogement. Je reviens effectivement sur les questions que mon collègue a posées. Les journaux ont rapporté et l'Union des locataires maroliennes nous l'a confirmé. On a proposé au CPS de Bruxelles de racheter l'immeuble ou les immeubles. Le CPS a refusé. Pourquoi? Est-ce que vous confirmez? Quels sont les outils mis en œuvre par la région pour lutter ou tout au moins limiter ces opérations immobilières destructrices pour le logement des ménages aux revenus modestes et la mixité sociale? Parce qu'on sait qu'il y a une population qui a le même niveau social, les mêmes codes sociaux qui s'installent et qui payent des loyers très chers, ce qui amène des populations paupérisées à quitter le quartier. Je vous remercie. Merci à vous, les deux députés, pour vos questions respectives. La parole est à présent Madame la Secrétaire d'État pour sa réponse. Merci, Madame la Présidente. Messieurs les députés, merci pour vos questions qui me donnent l'occasion aussi de témoigner de tout mon soutien aux familles concernées qui perdront ou ont perdu leur logement. Je salue également le travail de tous les acteurs qui accompagnent ces personnes sur le terrain. J'ai rencontré également ces familles ainsi que l'association Marolien pour discuter de comment est-ce qu'on pourrait tenter de trouver une solution. Mais malheureusement, les budgets demandés étaient, dans la situation actuelle, en affaires courantes, etc., beaucoup trop compliqués. Mais on suit encore le dossier de près. Mais comme vous le savez, il ne m'appartient pas en tant que secrétaire d'État au logement et membre de l'exécutif d'intervenir aussi dans les litiges entre citoyens. Il ne m'appartient pas davantage de vérifier le respect des procédures d'expulsion par les nouveaux bailleurs ou de proposer des prolongations de baux. Seul le pouvoir judiciaire et plus spécifiquement le juge de paix en l'espèce est compétent pour se prononcer sur la violation ou non de droits subjectifs. Concernant le CPS, là, je vous invite directement en fait, à poser la question au CPS de la ville de Bruxelles. Je ne peux pas me prononcer sur leurs actions ni sur leur intention concernant la proposition éventuelle d'achat du bâtiment.
Enfin, vous le savez également, je n'ai pas ménagé mes efforts pour aider les locataires précarisés sous la précédente législature. J'ai en premier lieu réformé toute la procédure d'expulsion et instauré un moratoire sur les expulsions, renforcé aussi l'accompagnement des locataires menacés d'expulsion. Sur la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, ce sont pas moins de 967 solutions de relogement qui ont pu être apportées à des ménages bruxellois expulsés. Donc on voit quand même que la réforme était nécessaire et qu'elle porte ses fruits et que grâce à ça, il y a quand même plus de 900 familles qui ont trouvé une solution. J'ai ensuite mis, comme vous le savez aussi, en place le droit de préférence pour tous les locataires dont le logement serait mis en vente. Je précise à cet égard que la Cour constitutionnelle a aussi récemment rejeté le recours en annulation introduit contre l'ordonnance instituant un tel droit de préférence et a confirmer l'égalité de la mesure. Finalement, j'ai aussi encadré davantage les facultés d'augmentation du loyer par le bailleur, notamment en élargissant la compétence de la commission paritaire locative à toute demande d'augmentation du loyer résultant de travaux effectués par le bailleur. J'ai également rendu effectif l'impossibilité d'augmenter le loyer au-delà de l'indexation entre deux baux successifs de courte durée, et ce pendant une période de 9 ans. Cette disposition qui existait déjà était en fait inexploitable par le locataire à l'époque. J'ai donc imposé maintenant la mention du montant du dernier loyer appliqué au précédent locataire dans les informations précontractuelles au nouvel article 217 du Code du logement. Et enfin, concernant les dernières questions qui ont été posées, s'agissant d'un gouvernement en affaires courantes, je ne peux pas me prononcer sur de nouvelles politiques qui engageraient le prochain gouvernement, malheureusement. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Madame Benhamou. La parole est à Monsieur Talbi qui ne souhaite pas répliquer. Et donc, je cède à présent la parole à Monsieur Suarez. Merci, Madame la secrétaire d'État. J'aimerais dire que, en lien aussi avec ce que j'ai dit précédemment, affaires courantes ou pas, je crois qu'il y a des urgences sur lesquelles on doit travailler. Et nos concitoyennes et nos concitoyens ne comprennent pas d'être doublement victimes. Victimes de la crise politique, ils ont voté le 9 juin pour avoir des solutions. Victimes de la crise politique dont ils ne sont pas responsables, mais victimes aussi de jeux politiques qui refusent qu'en affaires courantes, on puisse s'occuper d'urgence. Et moi, je me pose quand même des questions. À partir du moment où je suis d'accord sur le droit de préférence, d'ailleurs, je vous ai adressé une question en ce sens, concernant l'arrêt de la Cour constitutionnelle, comment est-ce qu'on lutte efficacement contre la spéculation immobilière? Parce qu'on peut avoir le droit de préférence, mais si à partir du moment où le prix qui est proposé est trop élevé, ce droit de préférence, il ne sert à rien. Et il faut donc trouver des solutions en amont pour freiner cette spéculation immobilière. Et c'est pour cela, effectivement, que l'intervention de l'autorité publique, la régulation est nécessaire. Mais il va falloir aller plus loin. Et vous avez parlé, effectivement, de vos limites. C'est compréhensible du point de vue politique. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas accompagner ces familles en les aidant au niveau, en tout cas, par rapport à l'information, l'accompagnement, par rapport aux procédures judiciaires. Parce qu'on a vu dans les témoignages qui disaient qu'ils étaient menacés, leurs droits n'étaient pas respectés. Et donc, c'est aussi à l'autorité publique de montrer aux opérateurs immobiliers qu'ils ne peuvent pas tout faire. Et donc, ça, je vous interpelle pour que vous puissiez agir, voir comment accompagner effectivement ces familles pour que leurs droits soient respectés. Je vous remercie. Merci, M. Suarez. Je suis tout à fait d'accord avec vous, évidemment, mais c'est tout à fait le rôle en fait, des AIPL qui ont été financés, réagréés pour pouvoir accompagner ces familles-là. Et donc, c'est le cas aussi actuellement. Et donc, il y a aussi le CLTB, par exemple, qui accompagne ce collectif pour tout ce qui était montage financier. Donc, c'est vraiment pas du tout un collectif qui est laissé à l'abandon, même si c'est vrai qu'au niveau financier, il frappe un peu à toutes les portes et c'est un peu compliqué. Mais surtout, ce qui est accompagnement juridique, administratif,
je pense que le soutien, il est là et on n'a pas envie de laisser tomber. Après, si à un moment donné, voilà, on arrive à faire voter des budgets, vous arrivez miraculeusement à faire voter un amendement, je ne sais pas, pour pouvoir trouver une solution pour aider cette coopérative. Moi, je suis évidemment toute partante. Mais voilà, la réalité, elle est ce qu'elle est, et la situation, elle est ce qu'elle est. Et pour l'instant, c'est compliqué. Et je sais que c'est urgent parce que voilà, le temps est compté pour toutes ces familles. Mais croyez-moi que si j'avais pu, j'ai analysé ça vraiment dans tous les sens. Croyez-moi que si j'avais pu trouver une solution, je l'aurais fait. Hein, vraiment, ça c'est certain. Merci beaucoup. L'incident est donc clos. Je passe à la question de Madame Pense concernant le 7e monitoring des projets de logement public. Madame Pense, vous avez la parole. Donc, je vous remercie, Monsieur le Président. Donc, je vais faire sur mon téléphone, parce que comme le réseau n'a pas l'air de bien fonctionner, n'est-ce pas? Donc, voilà. Donc, j'espère que mes yeux vont être avec moi. Alors, Madame la Secrétaire d'État, le 7e monitoring des projets de logement public, publié par Perspective Brussels, dresse un état des lieux actualisé de la politique régionale en matière de production de logements publics. Alors, selon ce rapport, la région a connu une progression notable depuis 2014. Environ 6 500 logements ont été livrés, 2 300 en chantier et près de 3 900 restent à lancer. Alors, les années 2022-2023 figurent d'ailleurs parmi les plus productives de la dernière décennie, ce qui confirme les efforts importants déployés pour répondre aux besoins en logement abordable à Bruxelles. Toutefois, plusieurs éléments méritent une attention particulière. Alors, le rapport souligne notamment une forte concentration des projets dans quelques communes, comme Anderlecht, tandis que d'autres entités restent nettement en retrait. Cette disparité interroge sur la capacité de la région à assurer une répartition équitable de l'offre de logement public sur l'ensemble du territoire. De plus, la question de la mixité sociale et territoriale, pourtant au cœur des ambitions régionales en matière de développement urbain, semble encore insuffisamment traduite dans la mise en œuvre concrète des projets. D'où mes questions, Madame la Secrétaire d'État. Quels sont les critères actuellement utilisés pour déterminer l'implantation des projets de logement public dans les différentes communes de la région? Quelles sont les communes identifiées comme sous-dotées en logement public par rapport à la moyenne régionale? Et quels leviers sont actuellement mobilisés pour y renforcer l'offre? Comment les projets en cours tiennent-ils compte des objectifs de mixité sociale et territoriale définis dans les stratégies régionales? Quel est le calendrier prévu pour les mises en service des projets en chantier et comment ces échéances sont-elles suivies et publiées? D'avance, je vous remercie, Madame la Secrétaire d'État, pour vos réponses. Merci, Madame Pense. Madame la Secrétaire d'État, pour la réponse. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée, merci pour vos questions qui permettent, comme vous le soulignez, de mettre en évidence le travail des opérateurs immobiliers publics au cours de ces dernières années. Vous n'êtes pas sans ignorer que la crise du logement abordable à Bruxelles, à finalité sociale en particulier, a pris des proportions imposantes au cours des 2 dernières décennies. Le besoin d'augmenter le parc de logements publics est devenu tel aujourd'hui que le critère principal pris en compte est celui de la faisabilité la plus rapide possible du projet. Cette faisabilité se traduit au travers de plusieurs éléments. La disponibilité foncière publique est notamment déterminante, tant l'acquisition de foncier sur le marché privé devient de plus en plus financièrement difficile. Elle n'est cependant pas suffisante. La concrétisation de projets de logement public est de plus en plus intimement liée à l'acceptation aussi de ceux-ci et de la population qui les accompagne par les riverains et les pouvoirs communaux. À cet égard, certaines communes sont aussi malheureusement plus volontaires que d'autres à accueillir des populations plus précarisées. Une commune comme Anderlecht, par exemple, possède encore, c'est vrai, du foncier, beaucoup de foncier public sur son territoire et mène, je dois le dire, une politique volontariste de soutien aux ménages les plus précaires. Il n'est donc pas étonnant aussi qu'elle concentre le plus de réalisations et de projets de logement public. J'étais encore hier à Anderlecht pour l'inauguration de 120 logements dans le quartier Trèfle et on a pu faire le calcul ensemble et on a pu comptabiliser sous cette législature plus de 1250 logements rien que sur Anderlecht. Donc c'est pour vous dire la volonté politique de cette commune de pouvoir acquérir un nombre important de logements publics. Des communes comme les Deux-Woluwe ou le Watermal-Boisfort recensent encore également de nombreuses disponibilités foncières publiques sur leur territoire mais ne font pas preuve de la même dynamique d'accueil vis-à-vis de nouveaux projets de logement public.
Vous aurez également compris qu'en termes de rapidité de concrétisation des projets, les achats clés sur porte menés par la SLRB, mais que j'ai fortement soutenu au cours de la législature passée, offrent aussi une excellente réponse. À côté des développements de la SLRB, les développements de CityDev sont régis par l'article 28 du contrat de gestion 21-25, conclu entre CityDev et la région Bruxelles-Capitale. Ce contrat définit les zones d'intervention de CityDev. Ces zones sont conçues pour répondre à des objectifs spécifiques en matière de développement urbain et de logement. La première zone d'intervention est la zone de revitalisation urbaine, où CityDev s'engage à reproduire et à développer principalement du logement moyen acquisitif. Cette zone est prioritaire pour CityDev, qui vise à revitaliser les quartiers urbains en offrant des logements de qualité, surtout à des prix raisonnables. CityDev s'engage également à contribuer à l'urbanisation de certaines zones situées dans les 12 pôles de développement prioritaires identifiés dans le plan régional de développement durable. Ces pôles sont des zones stratégiques qui nécessitent un développement urbain intégré et durable. Les projets Josaphat, U-Square et Mediapark se situent chacun dans l'un de ces pôles. Hors ZRU et hors zone de développement stratégique, CityDev Brussels participe à la réduction du déficit d'investissement résidentiel constaté dans certains espaces urbains de notre région. Ce déficit se caractérise par une faible disponibilité de logements moyens à un prix raisonnable pour les classes moyennes. Les projets comme Flora 1, Flora 2, B-City et Canal City se situent dans cette zone. Concernant votre seconde question, je me permets de vous renvoyer au monitoring des projets de logement public numéro 5 qui a été publié en 2021 et qui présentait tant sous la forme de cartes et de tableaux à l'échelle des communes et des quartiers, du monitoring des quartiers, le taux de logement à finalité sociale. Par logement à finalité sociale, il faut comprendre tous les logements publics, mais également les logements privés subsidiés au loyer temporairement encadré, comme par exemple les logements AIS ou ceux qui sont acquis via un prêt au fonds du logement. Au 1er janvier 2021, donc la moyenne régionale de logement à finalité sociale est de 11,22% par rapport à l'ensemble du parc de logement. 5 communes dépassent les 15%. Il s'agit donc d'Anderlecht, de Gans-sur-Rhône, de Molenbeek-Saint-Jean, de Saint-Jost-Naude et de Watermal-Boisfort. 11 communes présentent un taux inférieur à la moyenne régionale. Parmi celles-ci, on y retrouve Ixelles, Uccle ou Olivet-Saint-Pierre, qui dépasse à peine la barre des 5% de logements à finalité sociale. J'en profite pour vous informer que j'ai récemment demandé au référent logement de Perspective Bruxelles d'actualiser ces chiffres, tableaux et cartes. Une publication en rapport devrait normalement avoir lieu fin 2025 ou, j'espère, au début 2026 au plus tard. En ce qui concerne l'élaboration des plans d'aménagement directeur, leur volet réglementaire peut intégrer des objectifs chiffrés en matière de logement à finalité sociale à créer dans les projets d'une certaine ampleur. C'est le cas notamment des PAD, EIVART et Défense, qui indiquent pour la Défense les projets de construction, extension ou changement de destination de plus de 3500 m² de superficie de plancher de logement comportant au moins 25% de logements publics au sens de l'article du Code bruxellois du logement. Et pour EIVART, les projets de construction, extension ou changement de destination de plus de 2000 m² de superficie de plancher de logement comportant au moins 25% de logements ou sociaux ou assimilés sociaux et devront donc nécessairement être mis à disposition de ménages à faible revenu. Pour rappel, la déclaration de politique régionale 2019-2024 prévoyait que le gouvernement vise pour les terrains dont la région est propriétaire la production d'un minimum de 50% à logement finalité sociale. Donc c'est du locatif social, de l'acquisitif social ou alors du locatif modéré et parmi les logements créés. Et donc dans le cadre du PAD Herman de Brou, cet objectif sera poursuivi pour les sites Triangle et Delta et a été intégré au volet stratégique du PAD. Le volet stratégique du PAD Mediapark est rédigé dans le même esprit et vise aussi là à atteindre 50% de logements à finalité sociale en prenant en compte les logements qui se trouvent dans l'environnement immédiat du projet. De son côté, CityDev Bruxelles se distingue par sa capacité à développer des projets qui allient mixité sociale et mixité d'affectation. Cette approche innovante permet de créer des quartiers dynamiques et inclusifs où les différents usages et typologies de logements coexistent en harmonie.
Plusieurs projets développés par CityDev illustrent cette volonté de mixité. Le projet Bridge City, par exemple, prévoit la construction de logements sociaux et de logements conventionnés, ainsi qu'une grande surface commerciale et des espaces dédiés aussi à l'activité économique. De même, le projet Marchandises combine des logements conventionnés et libres, des surfaces commerciales, une crèche et des surfaces économiques. D'autres projets tels que Petite Île, Citygate 2, Start City, Citygate 3, Flora 2, Belgrade, Meres Garden, Lion City, Canal City et B-City partagent cette même logique de mixité, d'affectation, et ils intègrent bien souvent des logements conventionnés, sociaux, des équipements publics tels que, à nouveau, des écoles, des crèches, ainsi que des surfaces économiques et sociales. Concernant le calendrier prévu, l'ASLRB poursuit les chantiers et la réception des projets clés sur porte qui ont été initiés en 21, en 22, en 23. Pour 25, ce sont 10 projets qui devaient être réceptionnés, dont 2 qui ont été postposés en 2026 à la demande du ministre du Budget. L'ASLRB attend le prochain gouvernement qui déterminera aussi les priorités en matière de logement social, ainsi qu'évidemment les budgets qu'il souhaiterait y accorder. Et pour CityDev, ce sont 32 projets actifs et pour chaque projet, un planning de réalisation est établi permettant de suivre l'avancement des travaux et de garantir le respect des délais. Un suivi régulier du planning est effectué aussi pour s'assurer que les objectifs fixés dans le contrat de gestion sont aussi atteints. L'un des principaux objectifs est la mise sur marché d'au moins 1000 logements publics majoritairement conventionnés sur 5 ans. Et le suivi régulier du planning permet à CityDev d'identifier alors d'éventuels retards ou difficultés dans la réalisation des projets, de prendre des mesures correctives pour remettre les projets sur la bonne voie, d'ajuster les plans de réalisation si nécessaire pour garantir l'atteinte des objectifs. Donc oui, si on veut pouvoir aller plus loin sous la prochaine législature et équilibrer un petit peu la responsabilité de toutes les communes, évidemment qu'il faudra légiférer et qu'il faudra responsabiliser beaucoup plus les communes qui sont, par exemple, comme je l'ai cité, en dessous des 5%. Pour l'instant, c'est des discussions, en fait. C'est des discussions, c'était des communications, c'était de trouver un terrain d'entente, mais vous le savez, la région ne peut pas imposer, et donc elle n'a jamais été non plus dans cette posture-là. Elle a toujours voulu, de toute façon, en bonne entente, trouver des accords pour essayer d'obtenir un maximum de logements publics partout sur le territoire de la région. Mais voilà, quand ce n'est pas possible, c'est vrai que sous cette législature, on a voulu acquérir un nombre de logements importants, et c'est vrai qu'on a travaillé alors beaucoup avec les communes qui étaient hyper volontaristes, et on le voit avec Anderlecht, on le voit avec Evere, on le voit avec Molenbeek, avec Bruxelles-Ville, mais comme vous le disiez, ce sont toujours les mêmes. Je vous remercie. Merci Madame la secrétaire d'État. Pardon. Madame Pense pour une réplique. Oui, je vous remercie pour ces éclaircissements. Je pense que une des choses, c'est l'acceptance, c'est ce que vous avez dit. Et je pense que l'acceptance, c'est aussi, ça passe aussi, je pense, par la mixité sociale. Et dans ma commune, il y a ce qu'on peut appeler des quartiers qui ont été dédiés uniquement à du logement social, ce qui en fait des petits, enfin, j'aime pas trop le mot, mais qui pourraient faire des petits ghettos. Et je pense que à partir du moment où vous avez des quartiers où il y a du logement social, où vous avez du logement moyen, ça crée une mixité, ça crée une acceptance aussi, ça fait en sorte que les gens puissent se rencontrer, hein, et il n'y a pas la peur des autres. Et je pense aussi, ce qui est très très important à garder en tête, c'est que les jeunes aujourd'hui qui veulent se loger en région bruxelloise. Donc il y a des familles précarisées qui sont sur des listes d'attente pour du logement social, c'est vrai, mais il y a aussi beaucoup de jeunes qui aujourd'hui ont envie de pouvoir devenir propriétaires et qui n'arrivent pas à devenir propriétaires. Et pour la plupart d'entre eux, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils vont aller voir en dehors des frontières de la région bruxelloise. Et je pense que ce n'est pas quelque chose de bon pour la région, parce que c'est aussi une fuite d'une certaine prospérité qui va en dehors de la région. Et il ne faudrait pas que cette région s'appauvrisse encore plus que ça n'est aujourd'hui. Et donc je pense qu'il faut vraiment, quand on crée du logement, il faut créer du logement pour les strates qui sont des strates où ce sont des gens qui sont en précarité, qu'il faut essayer de faire en sorte qu'ils puissent aussi peut-être devenir propriétaires, comme avec le fonds du logement et les prêts qui sont faits par le fonds du logement, mais aussi essayer de garder nos jeunes qui vont rentrer dans la vie active et qui veulent peut-être rester en région bruxelloise et qui ont besoin aussi d'avoir du logement moyen ou en tout cas à loyer raisonnable. Donc voilà, merci. Merci Madame Pense. L'incident est donc clos. Je passe à Madame Françoise Skepmans pour sa première question.
concernant le soutien structurel au projet Empowerment porté par les CISP dans le secteur du logement social. Madame Scripants, vous avez la parole. Alors, merci, Monsieur le Président. Madame la secrétaire d'État, à l'occasion de la Journée internationale des femmes en mars dernier, 2 projets exemplaires ont été soutenus par la SLRB dans le cadre de son appel à projet Empowerment, à savoir Parents Solo Solidaires à Watermal-Boisfort et Mimosa 1080 à Molenbeek. Tous 2 montrent à quel point les enjeux de logement, d'égalité, d'émancipation féminine peuvent se renforcer mutuellement. Ce sont des initiatives qui offrent un espace à des femmes souvent isolées pour se retrouver, se reconstruire et s'émanciper. Ces projets allient accompagnement psychologique, coaching, expression artistique, entraide et ils s'inscrivent dans le tissu social des quartiers. Mais leur fragilité saute aux yeux. Leur financement limité à 2024 pour la SLRB dépend ensuite d'autres sources, parfois incertaines. Or, pour qu'un projet se transforme durablement et qu'il puisse influencer des trajectoires de vie, il faut du temps. Et pourtant, ils incarnent une vision du logement social qui ne se limite pas à la mise à disposition d'un toit, mais qui inclut aussi la cohésion, la prévention et surtout l'émancipation sociale. Aussi, Madame la secrétaire d'État, voici mes questions. Quel est le budget total que la SLRB a consacré à l'appel à projet Empowerment en 2024 et combien de projets ont candidaté? Sur quelle base juridique ou stratégique s'inscrit cette mission de la SLRB? S'agit-il d'un programme pérenne ou ponctuel? Une reconduction de cet appel à projet est-elle à l'étude pour l'an prochain? Et si oui, dans quels objectifs budgétaires et thématiques? Quelle est la place laissée aux CISP dans l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi de ces projets? Sont-elles encouragées à en initier? Le gouvernement a-t-il donné des lignes directrices à la SLRB pour l'intégration d'enjeux sociaux spécifiques, que ce soit le genre, l'emploi, la parentalité, dans ces politiques de logement? Alors la SLRB ou le gouvernement réalise-t-il un suivi structurel des impacts de ces projets en matière de stabilité résidentielle, d'insertion ou de prévention des expulsions? Et est-ce est-ce que l'usage temporaire de locaux inoccupés dans le patrimoine des CISP fasse l'objet d'une politique régionale coordonnée pour accueillir ce type de projets sociaux? Ensuite, la mise à disposition gratuite de locaux publics est-elle encadrée? Existe-t-il un inventaire transparent des biens du parc SLRB utilisés à d'autres fins que le logement, comme pour des projets que j'ai cités? Et enfin, ces projets ayant concerné exclusivement des femmes, une analyse genrée est-elle intégrée dans les politiques régionales du logement social en lien avec les données de la SLRB? Je vous remercie déjà pour toutes les réponses que vous m'apporterez. Merci Madame Scripants pour votre question. Madame la secrétaire d'État pour la réponse. Merci Monsieur le Président. Madame la députée, merci pour vos questions. Alors concernant votre première question, le montant total financé par la SLRB pour cet appel à projet s'élevait à 255 000 €. La SLRB a reçu 15 candidatures de 13 CISP différentes pour un montant total demandé par les CISP de 652 278 €. Une partie des projets n'a dès lors pas pu être financée. Concernant votre deuxième question, la base se trouve dans l'objectif 8 du contrat de gestion de la SLRB qui s'intitule « Stimuler l'innovation et le décloisonnement de la politique du logement social » et qui prévoit de lancer un programme d'appel à projets répondant aux besoins fondamentaux du logement social en s'appuyant sur la complémentarité de l'ensemble des compétences régionales. Il s'agissait d'un appel à projet pilote. Les projets se sont réalisés entre fin 2023 et fin 2024, donc pour une durée de 1 an, via des conventions entre la SLRB, une CISP et un partenaire projet. C'est dès lors un appel projet ponctuel. Cependant, la plupart des projets continuent de réaliser leurs actions dans les faits, car les besoins en termes d'empowerment et de cohésion sociale sont essentiels pour les habitants
des logements sociaux. Des dynamiques se sont créées entre les CISP, les partenaires projets et des habitants pour que les projets puissent se pérenniser. L'appel à projet pilote en est à sa phase de conclusion et de perspective, mais la SLRB et le secteur souhaiteraient une pérennisation de ce type d'appel. Au vu de ces éléments, une reconduction de cet appel à projet est effectivement en étude actuellement, mais dépend en grande partie de la possibilité de disposer de moyens financiers et humains pour les réaliser. Cette reconduction au stade actuel d'analyse et de réflexion prendrait au minimum 2 formes: un appel à projet d'empowerment numérique et un appel à projet d'empowerment culturel. La temporalité et le budget étant tributaires aussi de la mise en place d'un nouveau gouvernement. Concernant votre troisième question, l'élaboration des projets a été faite par les CISP elles-mêmes, avec les partenaires projets, donc c'est-à-dire des ASBL ou des organismes locaux, mais les projets ont été sélectionnés par un jury sur base de critères bien précis. Ce sont donc les CISP et les partenaires qui ont élaboré leurs projets par rapport aux besoins et réalités aussi dans les quartiers, mais avec une vérification et le soutien de la SLRB, pouvoir subsidiant. Un midi logement donnant un retour sur ses expériences est organisé le 19 juin prochain à la SLRB. Je vous confirme donc que la SLRB encourage et soutient ce type de projet, mais sont souvent le manque, en fait, vous en doutez bien, de moyens financiers pour les initiés, qui reste toujours un frein. Concernant votre quatrième question sur les lignes directrices, il y a l'inclusion et l'empowerment qui sont dans les objectifs de base du contrat de gestion de la SLRB, les différents plans régionaux de la région de Bruxelles-Capitale, le plan bruxellois d'intégration en streaming, l'action 9 et 11 par exemple, le plan bruxellois du gender mainstreaming et d'égalité entre femmes et hommes, l'action 8, 9, 10 et 14, le plan bruxellois de lutte contre les violences faites aux femmes, avec l'action 49 portant sur la création de refuges pour les femmes victimes de violences avec ou sans enfants, le plan bruxellois de soutien aussi aux familles monoparentales, avec l'action 14 qui porte de la diminution du temps d'attente pour l'obtention d'un logement social, et aussi le plan bruxellois d'inclusion des personnes LGBTQI+, dont l'action 7 vise à renforcer la lutte contre la discrimination au logement à l'égard des personnes LGBTQI+. Concernant votre cinquième question, les projets d'empowerment ne sont pas liés au suivi de trajectoires individuelles de locataires d'une part, ni au droit ou au maintien de ceux-ci dans leur logement d'autre part. Ces projets, en fait, visaient plutôt des dynamiques de cohésion sociale, de participation et d'empouvoirment via des initiatives collectives et solidaires. En ce qui concerne l'insertion, certains des projets avaient entre autres pour objectif l'insertion par la formation ou la recherche d'emploi. Concernant votre sixième question, l'occupation temporaire de logements gérés par les CISP, dont la rénovation est programmée, fait l'objet d'une politique régionale puisque le Code bruxellois du logement prévoit cet usage à certaines conditions, moyennant l'autorisation préalable de la SLRB. La SLRB a par ailleurs sensibilisé la CISP et le personnel de la SLRB aux occupations précaires. Concernant votre septième question, la SLRB dispose d'un inventaire des occupations temporaires qu'elle a validées en exécution de l'article 41 du Code bruxellois du logement. Toutes ces occupations temporaires sont d'office réalisées sans paiement d'indemnité d'occupation. Seules peuvent être réclamées les charges. Pour l'utilisation de logements à d'autres fins que le logement, il est à noter que les CISP sont obligés de demander l'autorisation préalable à la SLRB. Lorsque la SLRB valide la désaffectation, elle transmet l'information à l'équipe cadastre pour que ce soit indiqué dans le cadastre de logement qui a été désaffecté et le motif de la désaffectation. Si la demande concerne une mise à disposition du partenaire, la SLRB demande à la CISP de fournir les conditions de la mise à disposition puisque le projet de convention fait partie aussi du dossier de demande. Une relecture de la convention est faite par la SLRB avant la décision de la SLRB sur la désaffectation. Néanmoins, la SLRB ne dispose pas d'un inventaire reprenant les conditions de mise à disposition des partenaires. Cependant, il existe une connaissance de l'équipe cadastre via le programme Antilope, comme je viens de l'évoquer.
Enfin, concernant votre dernière question, chaque année, la SLRB suit le cycle Gender Budgeting, conformément à la décision du gouvernement de la région Bruxelles-Capitale du 14 juillet 2016, qui introduit une méthode pour intégrer la dimension genre dans son cycle budgétaire. Et donc, en 2024, 9 nouvelles analyses de genre ont été réalisées et 3 analyses de genre précédentes ont aussi été évaluées. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Madame la Secrétaire d'État. Et moi, Madame la Secrétaire d'État, je vous remercie pour vos réponses et je me réjouis de voir que des projets comme Parents Solo, Solidaires ou Mimosa 1080 reçoivent l'attention qu'ils méritent. Évidemment, il y a plein d'autres projets dans toutes les communes et il faut évidemment continuer à les soutenir. Alors je dirais que de manière générale, l'empowerment ne peut pas dépendre d'un appel à projet annuel sans garantie de continuité. Et j'aurais voulu aussi savoir si les empowerment numériques, puisque vous les avez évoqués, et y a-t-il des projets en commun avec ceux de M. Claire Failly sur la fracture numérique? Non, il n'y a pas de projet en commun, c'est vraiment une volonté là plutôt de la SLRB et des CISP de travailler sur cette question-là parce que c'est vraiment ce qui est remonté du terrain. Mais comme je le disais, donc ils ont identifié 2 nouvelles thématiques, mais pour pouvoir les lancer, il faut évidemment un nouveau gouvernement et pour qu'on puisse justement détacher les budgets nécessaires. Mais c'est vrai que le numérique, c'est vraiment un besoin. La fracture numérique, elle est immense au sein des logements sociaux. On le sait, on a quand même des personnes âgées, on a beaucoup de pensionnés. Donc voilà, c'est un des projets sur lesquels ils souhaitent travailler, mais sans budget, cela n'est pas possible. Mais c'est une priorité une fois que le gouvernement sera formé. Mais il ne faut pas nécessairement que ce soit sur le logement que se fasse l'empowerment numérique. Je pense que ça peut, en termes de cohésion sociale, avoir d'autres objectifs. Oui, là, on dépasse le cadre de la région, puisque la cohésion sociale, c'est COCOF, et j'ai soutenu beaucoup de projets, soutien au numérique, pour les femmes notamment, dans les quartiers précarisés. Et donc, évidemment, que ce travail-là se fait dans d'autres niveaux de pouvoir aussi. Et donc, je sais aussi que mon collègue Bernard Claire Failly travaille aussi sur ces questions-là, tout comme moi. Dès que j'ai pu aussi, après le Covid, par exemple, on a constaté qu'il y avait une grosse fracture numérique. Tout a été numérisé dans les services publics. Je rendais encore visite hier à une association dans les Marolles qui palliait, en fait, au service public, malheureusement, pour pouvoir aider toutes les personnes âgées à prendre rendez-vous en ligne pour aller refaire leur carte d'identité, leur passeport. Et donc oui, je pense et qui donne aussi des formations pour pouvoir justement les mettre à jour avec toute cette nouvelle technologie qui n'est pas simple. Parfois, je rencontre aussi des difficultés moi-même, je dois dire. Mais donc oui, c'est nécessaire de pouvoir en faire une priorité, même peut-être pour la prochaine législature, et d'avoir peut-être, pourquoi pas, un ministre ou une secrétaire d'État en charge de la fracture numérique. Je pense qu'à l'heure actuelle, ce serait peut-être vraiment nécessaire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous redonne la parole, Madame Skepmans, pour votre deuxième question concernant la réinsertion par le logement pour les anciens détenus. Vous avez... Alors, Madame la Secrétaire d'État, avoir un lieu où vivre dignement, c'est souvent la première étape pour retrouver une stabilité après un passage en prison. Le Rassemblement bruxellois pour le droit à l'habitat l'a rappelé dans son analyse intitulée « Le logement à l'épreuve de la prison ». Il y souligne les nombreux obstacles que rencontrent les sortants de prison dans leur parcours résidentiel. Absence de revenus à la sortie, délais administratifs au sein des CPS, vulnérabilité sociale accrue. En pratique, la transition entre la détention et le relogement se heurte à de nombreuses failles. Si certaines associations ont développé des projets innovants comme les maisons de transition, ces structures restent trop limitées face à la demande croissante. Alors, la déclaration de politique régionale évoquait une volonté de créer des solutions de logement adaptées pour prévenir le sans-abrisme des personnes en fin de détention. Mais force est de constater que les budgets spécifiques en matière de logement n'ont pas été définis pour ce public, que les AIS manquent de logements disponibles et que les données manquent pour mesurer l'impact réel de ces dispositifs. Alors, le mécanisme du bail
garant est une institution publique qui dépend souvent du CPS. Donc, je parle du mécanisme du bail glissant, instauré par le Code bruxellois du logement et dont on a déjà pu tirer un petit bilan. Et il peut constituer une réponse adaptée à cette problématique. Mais il ne peut pas porter ses fruits que s'il est accompagné d'un financement adéquat et d'un soutien transversal impliquant les secteurs du logement, de l'aide sociale, de la santé mentale et de la justice qui relèvent du fédéral. Or, à ce jour, il ne semble exister aucune coordination active entre le gouvernement bruxellois et le collège de la COCOM sur ce sujet. Aucun chiffre n'est disponible concernant le nombre d'anciens détenus sur les listes d'attente des AIS, des CISP ou des CPS. Dans un contexte où la récidive reste élevée et où le sans-abrisme explose à Bruxelles, cette situation interpelle. Aussi, Madame la secrétaire d'État, voici mes questions. Quel bilan dressez-vous des dispositifs spécifiquement destinés à la réinsertion des anciens détenus via le logement? Quels financements régionaux ont été alloués directement ou indirectement à des projets de logement pour sortants de prison via les AIS, le bail glissant, les maisons de transition? Quels partenariats ont été développés avec les administrations pénitentiaires, les CPS, les associations et les autres entités concernées? Ensuite, pourquoi aucune coordination n'a-t-elle été engagée avec la COCOM, malgré ses compétences en aide aux personnes et en santé? Sur le rôle concret de la plateforme bail glissant, quels acteurs y siègent aujourd'hui? Comment les projets des associations et des acteurs de terrain sont-ils associés aux réflexions politiques sur la réinsertion post-carcérale via le logement? Et enfin, quelles actions sont en cours de documentation ou d'évaluation dans les mois qui viennent pour objectiver les besoins et les résultats en matière de logement post-carcéral à Bruxelles? Merci Madame Schepmans. Madame la secrétaire d'État pour la réponse. Merci Monsieur le Président. Madame la députée, merci pour vos questions qui me donnent l'occasion de rappeler que le logement constitue un enjeu central pour la réinsertion des personnes anciennement incarcérées compte tenu de la précarité souvent marquée de leur parcours antérieur. Comme vous le savez, la réinsertion des anciens détenus est un enjeu qui relève de l'aide aux personnes. Autrement dit, il s'agit d'une compétence communautaire, laquelle est gérée par la Commission communautaire commune et non la région de Bruxelles-Capitale. Si certains projets régionaux peuvent parfois inclure un volet spécifique visant à prendre en compte la réalité et les difficultés de ce public, comme c'est d'ailleurs le cas pour d'autres publics tels que les sans-abri, les primo-arrivants ou les victimes de violences, cette action sera toujours limitée aux projets concernés. Dans le domaine du logement, il s'agit principalement de partenariats nés de la rencontre entre opérateurs de terrain, du logement d'une part et de l'accompagnement des ex-détenus d'autre part. Ces partenaires relevant de l'autonomie de gestion des opérateurs, aucune évaluation n'a été réalisée par notre région de manière globale. Concernant ensuite les financements régionaux alloués à des projets de logement pour les personnes sortant de prison, les maisons de transition, tout d'abord relève de la seule compétence du SPF Justice. Aucune maison de transition n'est au surplus située sur le territoire de la région bruxelloise. Ensuite, depuis la réforme des AIS initiée par l'arrêté du 14 mars 2024, les AIS peuvent conclure des partenariats en vue de l'accueil des ex-détenus. Elles bénéficient à cet égard d'une majoration de subsides de 662 € par an et par logement. En cas de difficultés complémentaires comme des assuétudes, des problèmes de santé mentale, ce montant peut aussi être apporté à 1 325 € par an et par logement. Étant donné le caractère récent de cette réforme, Bruxelles Logement ne dispose pas encore du recul pour en évaluer l'efficacité. Concernant enfin le bail glissant, Bruxelles Logement a identifié 11 baux glissants sur 5 262 baux enregistrés depuis le 1er janvier. Cependant, aucune ASBL agréée dans l'accompagnement d'ex-détenus ne figure dans la liste des preneurs. De manière plus globale, les baux déclarés comme glissants semblent plutôt devoir être assimilés à une sous-location classique, comme par exemple un bail signé par un parent, mais destiné à un de ses enfants, un bail signé par une entreprise ou une ambassade et destiné à un employé. Concernant votre question relative à la COCOM et aux partenariats développés avec les administrations pénitentiaires, les CPS et les associations.
Selon les informations reçues de mon collègue Alain Marron, les services de la COCOM travaillent au quotidien avec les CPS et les autres associations concernées. Les travailleurs vont quotidiennement à Arren et Saint-Gilles et ont des réunions régulièrement avec l'administration pénitentiaire et les différentes actions. Ensuite, un seul des 4 services d'aide aux justiciables subventionnés par la COCOM dispose actuellement d'un projet spécifiquement dédié à la réinsertion par le logement. Il s'agit de l'ASBL Rhizome Bruxelles. Celle-ci a mis en place un dispositif de relogement destiné aux personnes sortant de prison. Ce dispositif repose sur la signature de conventions avec des AIS ainsi qu'avec des propriétaires privés afin de proposer des logements de transit. Ce type de projet nécessite un encadrement psychosocial renforcé et une étroite collaboration avec les partenaires judiciaires et sociaux. Depuis 2017, Rhizome a accompagné 140 mises en logement, dont 22 en 2024, 14 en logement de transit et 8 en logement durable. Le projet bénéficie d'un soutien financier régulier de la COCOM depuis 2016. Au cours des 4 dernières années, ce soutien s'est élevé à 202 000 € en 2021, puis à 206 383 € en 2022, en 23 et 24 pareil. Pour l'année 2025, l'ordonnance de finances du 20 décembre 2024 a prévu l'octroi de crédits provisoires couvrant les mois de janvier, février et mars. Ces premiers crédits ont ensuite été complétés par une seconde ordonnance portant le financement à un montant équivalent à 6/12 de la subvention accordée en 2024, soit 103 191,50 €. L'ASBL APO dispose également d'un logement de transit à destination des sortants de détention qu'elle accompagne aussi. Et finalement, concernant votre 5e question relative à la plateforme bail glissant, Bruxelles Logement n'a pas connaissance d'une plateforme bail glissant, qui sera active sur le territoire de notre région. Tous les acteurs habilités à mettre en œuvre le mécanisme du bail glissant sont déterminés par l'arrêté du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale. Il s'agit non seulement des acteurs traditionnels actifs dans le secteur du logement, mais également des acteurs apportant un soutien aux personnes vulnérables en raison de problèmes de santé mentale, de problèmes d'addiction ou de problèmes judiciaires. Et enfin, sur vos 2 dernières questions, aucune nouvelle politique ou évaluation n'est en cours dans le contexte des affaires courantes. Je vous remercie. Merci Madame la Secrétaire d'État. Madame Scripens. Alors, merci Madame la Secrétaire d'État pour vos réponses qui sont très complètes à mes questions posées. Simplement, par rapport aux jeunes bruxellois qui sortent de l'IPPJ, y a-t-il un suivi dans leur réinsertion par le logement? Et comme je vous le disais, ma principale préoccupation est liée au manque de coordination entre les niveaux de pouvoir, vu que ce sont des compétences fragmentées. Et donc, voilà, c'était la réplique que je souhaitais faire par rapport à vos réponses. L'IPPJ est géré par la Fédération Wallonie-Bruxelles, et donc s'il y a un accompagnement ou un suivi qui doit être fait, c'est plutôt de ce côté-là. Et donc là, je vous invite plutôt à questionner la Fédération Wallonie-Bruxelles et le ministre compétent sur ces questions pour voir comment se passe l'accompagnement vers la transition d'un logement durable ou un logement de transit. Je vous remercie. Merci beaucoup. L'incident est donc clos et je redonne la parole à Madame Scripens pour sa dernière question concernant l'intégration de la dimension logement dans les projets communautaires. Madame Scripens, vous avez la parole. Alors, merci Monsieur le Président. Madame la Secrétaire d'État, le 25 avril dernier, j'ai découvert avec beaucoup d'intérêt la maison du bien-être inaugurée à Evere. Ce lieu porté par Evercity et le PCS là-haut propose aux femmes du quartier un espace dédié au bien-être et à l'émancipation. Entre couture, massage, upcycling et soutien solidaire, l'approche se veut je dirais, inclusive et profondément ancrée dans le quotidien des habitantes. Alors, ce sont des initiatives qui sont évidemment tout à fait louables, importantes, qui participent à créer du lien, de la dignité, de la sécurité, mais elles posent aussi une question centrale, celle du logement. Car sans lieu accessible, sans sécurité dans les quartiers, sans stabilité, il n'y a pas d'émancipation possible. Aussi, Madame la Secrétaire d'État, voici mes questions. Quel est le coût total de ce projet pour les pouvoirs publics bruxellois, toutes sources confondues? Evercity
a-t-elle utilisé les budgets initialement prévus pour la rénovation ou la gestion locative pour financer ce projet? Qui a validé la vocation de ce projet dans le cadre de la mission d'un opérateur du logement public? La SLRB a-t-elle donné un avis ou a-t-elle exercé un contrôle? D'autres projets similaires sont-ils en cours sur d'autres thématiques portées par la SLRB ou d'autres opérateurs? Alors, dans un contexte budgétaire contraint, quelles priorités ont été fixées en matière de projets communautaires intégrant une dimension logement? Et de quelle manière cette articulation entre politique du logement et initiative sociale a-t-elle été prise en compte durant la législature précédente ainsi que dans la planification actuelle? Enfin, la région entend-elle clarifier les missions prioritaires des CISP afin de garantir que les initiatives à visée sociale s'articulent de manière cohérente avec leur rôle principal de gestion et de mise à disposition de logements? Merci, Madame la Secrétaire. Madame la Secrétaire d'État pour la réponse. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée, tout d'abord, je tiens à préciser que ce projet est un montage de la CISP elle-même avec un objectif clair, construit en activant des synergies entre des dispositifs existants. Il n'est pas piloté au niveau de la SLRB. Cette initiative est portée par des projets citoyens et une collaboration entre le projet de cohésion sociale de là-haut et les travailleuses sociales communautaires d'Eversity. Concernant vos deux premières questions, pour être précis, le projet est situé dans un commerce et non affecté au logement social. L'investissement du côté de la CISP Eversity est la mise en fait à disposition du local. Le lieu a été totalement rénové par l'occupant précédent et a été mis à disposition en l'état, sauf petits travaux de remise en état dus par le propriétaire. Il n'y a donc pas eu de budget de rénovation qui ont été dédiés pour ce projet-là. Comme je l'ai dit, ce projet entre dans le développement du PCS de là-haut et est financé au travers des budgets régionaux. Le projet a été validé en interne, donc par Eversity. La SLRB, elle, en a pris connaissance via le plan d'action annuel déposé dans le cadre de convention de partenariat PCS. De même, elle en assure le suivi via la référence CISP PCS de la SLRB lors des comités de suivi locaux. La mise à disposition de l'immeuble se fait donc par Eversity au PCS à titre gracieux, tel que les autres locaux mis à disposition dans le cadre de ce partenariat extrêmement porteur pour le quartier, car je le rappelle que les PCS travaillent sur base du travail social communautaire, en ce sens que les locataires en restent acteurs. La plus-value sociale, elle est indéniable. Concernant votre troisième question, le dispositif PCS subsidié via la SLRB est inscrit dans les contrats de gestion niveau 1 et 2. Le cadre a été fixé dans une convention de partenariat établie entre les CISP, des ASBL, parfois des communes et la SLRB en 2020. Il s'inscrit dans la continuité et la prolongation aussi entamée de la politique en 2000 par Hutchinson, encore à l'époque. Et à mon initiative, le dispositif PCS est inscrit dans le Code bruxellois du logement depuis le 12 janvier 2024 et sous cette législature afin de pouvoir disposer d'une continuité d'action sur les sites des logements sociaux au regard des difficultés de recrutement du personnel, de l'augmentation des problèmes aussi de cohésion sociale, entre autres à la suite de la crise du Covid. Un renforcement financier des projets de cohésion sociale a eu lieu, fixant un budget minimum par PCS de 142 140 € par an. Enfin, quant à votre dernière question, au regard des contrats de gestion niveau 1 et niveau 2, mettant l'axe sociétal au cœur et au centre de ces missions, plusieurs étapes et actions ont été réalisées par la SLRB. En résumé, la création d'une direction d'action sociétale de la SLRB, la rédaction d'un état des lieux, la réalisation d'un diagnostic régional des réalités sociales, la définition des missions, visions et axes d'action de la stratégie d'action sociétale pour l'ensemble du secteur et l'adaptation des plans stratégiques des CISP au regard de celle-ci. Au niveau de la SLRB, un travail est entamé avec les partenaires concernant l'adaptation des conventions de partenariat PCS avec pour objectif un relancement d'appel à projet en 2026 pour une désignation en 2027. Une étude a été réalisée par le consultant
Impact Consulting et ayant pour but d'évaluer la maturité du secteur et des moyens existants pour la réalisation de cette stratégie d'action sociétale commune, des ressources à réorienter ou encore nécessaires. Cette mission devrait être validée normalement en septembre 2025. Et enfin, au niveau de l'adaptation des plans stratégiques des CISP, depuis peu, celle-ci dispose d'un canevas de plans d'action sociétale co-construit avec les CISP et la SLRB. C'est un outil, un support pour aider les CISP à compléter en fait la partie action sociale de leurs plans stratégiques globaux. Et ce canevas proposé aux CISP permet de voir quelle façon leur stratégie sociétale, sociale est en phase avec la mission et vision de l'action sociétale commune. Ce canevas a récemment été intégré au sein aussi du plan stratégique global des CISP. Je vous remercie pour votre attention. Merci Madame la Secrétaire d'État. Madame Scrivens, pas de réplique? Oui, non? Madame la Secrétaire, ouais. Madame la Secrétaire d'État, merci pour vos réponses, toujours complètes. Et donc, à mon sens, ces espaces de parole, de solidarité et d'émancipation sont essentiels dans les quartiers fragilisés. Et d'ailleurs, je l'ai vu à Molenbeek, où quand des projets similaires se font, souvent les personnes se revoient après pour faire des projets entre eux. Alors, j'ai juste une petite question supplémentaire. Est-ce que ce type de projet reçoit également un soutien de cohésion sociale ou vous distinguez vraiment la dimension logement et cohésion sociale dans ce type de projet? C'est en fait un soutien à travers les PCS. Et donc, pas cohésion sociale COCOF, c'est vraiment un projet de cohésion sociale financé par la région. Donc, on a des budgets prévus pour financer les PCS. Et donc, les PCS peuvent avoir des budgets pour pouvoir financer ce type de projet. Mais comme vous le savez, les PCS sont là pour accompagner les locataires et donc ne sont pas là pour faire à la place des locataires, mais plutôt pour les aider pour devenir vraiment autonomes. On parlait là tout à l'heure du numérique, par exemple. Vous allez avoir dans des CISP des locataires qui vont à un moment donné se rassembler et qui vont dire nous, on souhaite pouvoir à travailler sur cette question du numérique. On va prendre les locataires qui sont en difficulté, demander des formations, etc. Vous allez avoir aussi, par exemple, des femmes qui vont vouloir apprendre à rouler à vélo, se réapproprier l'espace public et donc vont demander un peu au PCS de les aider pour qu'elles puissent en pratiquer davantage et donc sortir de l'isolement, créer du lien social, rendre de la confiance aussi aux femmes qui n'ont peut-être pas confiance en elles à ce niveau-là. Enfin, ça dépend vraiment de ce que souhaitent les locataires. Il y en a aussi qui ont souhaité, par exemple, mener des projets, je me souviens, de potager, du côté des Verts notamment, et ça a très très bien fonctionné. Et donc, ça permet aussi de rassembler, au-delà des locataires du logement social, des gens des quartiers, du quartier. Donc, ça crée aussi une mixité parce qu'alors, voilà, ces personnes-là viennent aussi en soutien au projet. Et donc, ça permet aussi à la déconstruction un peu des stéréotypes des locataires, des logements sociaux. Donc, c'est aussi apporter une plus-value dans le quartier sur des activités organisées. Mais donc, c'est vraiment le PCS qui l'organise. Donc là, comme vous avez pu le constater, le PCS, la CISP met à disposition le local qui n'était pas destiné à du logement, c'était vraiment du commerce et qui a trouvé finalement tout un collectif pour venir y créer des activités à destination de tous. Okay. L'incident est donc clos et comme nous avons épuisé l'ordre du jour, la séance est levée. Merci beaucoup.